Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Bonjour Alain. Bonjour Katrina. J'aimerais pouvoir commencer cette session de manière sharp, puisqu'avec Video Jobs, il faut que ça claque. Donc Alain, aujourd'hui, on est ensemble ici. Pourquoi tu penses que c'est important pour toi que le salaire soit annoncé sur les offres d'emploi ? Ah oui, j'aime bien, on commence directement par un topic qui fait débat et qui fait couler de l'encre, mais j'aime bien ça parce que tant qu'à faire, moi j'aime bien lancer des pavés dans la mare. Je dirais qu'il y a au moins trois bonnes raisons d'indiquer au moins une fourchette dans l'annonce. La première, elle est bêtement pragmatique pour l'employeur, pour le recruteur, c'est que ça permet de filtrer. Et on a souvent tort de penser que ça va faire le filtre que dans un sens, alors que je pense que un candidat qui se sentirait trop en dessous de la bande salariale, il n'ira pas forcément se proposer parce qu'il va se dire, mais en fait, on va me donner plus de responsabilités. Les gens sont quand même globalement raisonnables. Je sais qu'on a du peine à le croire, mais il faut quand même toujours le dire. Et puis, à l'inverse, à la hausse, ça va aussi jouer le rôle de filtre. Et en Suisse, on a quand même des réalités, que ce soit par la zone géographique, par les compétences demandées, ou sur un même job, on peut quand même avoir des écarts de 30 ou 40 000 francs, donc autant bien filtrer. La deuxième raison, c'est que c'est pour l'expérience candidat, on est là pour parler de candidate experience. Donc, un candidat à qui on va demander « c'est quoi vos prétentions ?» c'est quand même toujours une question extrêmement malaisante. Soit on la demande lors du screening téléphonique et le candidat n'a aucune idée des réalités, du niveau de responsabilité qui va être effectivement le sien, du niveau d'encadrement, etc. Donc, elle va donner un chiffre en n'ayant aucune idée de savoir si ça tire à peu près juste ou pas. Si c'est demandé plus tard, de toute façon, c'est une question relativement malaisante. Donc, je trouve que c'est à la partie forte, donc au recruteur, quelque part, de faire le premier pas. Et la troisième raison, c'est que c'est une question d'image. Comme c'est pas encore obligatoire en Suisse, les entreprises qui le font se différencient. Et je trouve que là aussi, pour les candidats, c'est un signal fort qu'on envoie, parce que si on est capable d'afficher une fourchette dans l'offre d'emploi, ça veut dire qu'on a travaillé déjà un minimum une politique salariale, que on a sans doute résolu des problèmes d'équité interne, parce que sinon, évidemment, on ne va pas publier cette fourchette. Et donc, je trouve que pour un candidat ou une candidate, c'est extrêmement rassurant de se dire, j'arrive dans un environnement qui est sain et qui est préparé à me recevoir, y compris sur la partie salariale. Merci Alain. Alors, welcome to the Candidate Experience. Merci pour l'invitation. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on est là avec Video Jobs. Video Jobs qui crée du contenu média et qui gère toute la partie branding, en fait, des sociétés et qui aide aussi le candidat en termes de meilleure visibilité des offres d'emploi. Et qui a aujourd'hui une plateforme pour faciliter la vie aux RH dans les sociétés pour publier leurs annonces d'emploi. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, sujet hyper croustillant, on va parler de la rémunération à l'instant T de soit l'offre d'emploi, soit de l'embauche. Donc Alain, peut-être en quelques mots, aujourd'hui HR Manager auprès de Cantis, est-ce que tu aimerais en dire un peu plus et puis nous parler un peu de Cantis ? Ouais, tu veux que quand tu dis m'en dire un peu plus, je me présente, quoi. Avec grand plaisir. Ouais. Alors, d'abord, petit disclaimer, c'est-à-dire que ça va peut-être avoir un côté décevant pour nos auditeurs, nos spectateurs, spectatrices, c'est que je suis pas un expert du comp and band, de la rémunération, je suis pas non plus un recruteur, et je suis même pas un vrai RH. Pour autant, j'ai quand même 49 ans, j'ai eu toute une première partie de ma carrière dans le conseil. J'ai été manager de business unit, j'ai travaillé dans le marketing et puis à un moment donné, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille dans le monde des RH. Je crois que j'ai fondamentalement ressenti ce qu'on pourrait appeler un appel. En fait, c'est plus ce métier qui m'a choisi que moi qui l'ai réellement choisi. Et moi, ce qui m'anime au quotidien, pourquoi je pense avoir répondu à cet appel, c'est que je vois fondamentalement dans les entreprises un énorme potentiel qui gît là, sous nos yeux, dans ce qu'on appelle le capital humain et qui est la plupart du temps relativement mal exploité. J'aime bien rappeler ce chiffre que tout le monde parle des enquêtes Gallup, mais personne ne lit le report de l'enquête Gallup. Donc personne ne connaît le chiffre, mais en Suisse, c'est 9% de taux d'engagement des salariés, ce qui est très en dessous de la moyenne mondiale qui est à 23%.
et ce qui met la Suisse dans le peloton de queue, ce qui est à mettre en perspective, et c'est peut-être pas totalement contradictoire, c'est à mettre en perspective avec l'idée que la Suisse est une championne de la productivité. Donc on se dit que quand on est à 9% de taux d'engagement de nos salariés dans nos entreprises, il y a cet énorme potentiel. Ce qui me qualifie peut-être pour parler aujourd'hui de recrutement et de rémunération, c'est qu'au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de monter from scratch 2 politiques de rémunération. Dans un premier cas, c'était une politique de rémunération, on sortait d'une convention collective, donc on partait pas de zéro. Dans le deuxième cas, politique de rémunération vraiment en partant de zéro, donc avec cette liberté, mais aussi ce côté effrayant de la page blanche. Et puis, en termes de recrutement, j'ai eu l'occasion de travailler pour des environnements extrêmement dynamiques. Je vais en profiter pour parler un peu de mes expériences. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé pour une filiale de la SNCF, une spin-off qui s'appelait Ouibus, qui a été vendue à Blablacar, et où on est passé de 4 à 300 en 3 ans. J'ai travaillé dernièrement pour Coca, QOQA, le site de e-commerce où on avait des volumes de recrutement entre 50 et 70 personnes par an. Et puis, comme tu viens de le mentionner, j'ai intégré récemment Cantis, sur lesquels là aussi on a des volumes de recrutement relativement importants, de l'ordre de la trentaine de personnes par an. Alors, juste pour présenter rapidement Cantis, c'est une société de conseil spécialisée dans la sustainability et qui a été rachetée par le Boston Consulting Group. Cantis est présent dans plusieurs pays. C'est né ici en Suisse, start-up issue de l'EPFL à Lausanne. Donc le siège et les bureaux de Suisse sont à Lausanne, à Renan, et puis ici à Zurich. D'ailleurs ce matin, jusqu'à midi, j'étais avec les équipes ici à Zurich. Et puis il y a des bureaux aux États-Unis, en Italie, en France et en Allemagne. Donc voilà. Donc en fait, j'ai eu l'obligation en fait de travailler sur ces sujets d'attraction, de recrutement et de réfléchir une politique de rémunération qui soit pas faite juste pour les salariés déjà en poste, parce que parfois on a aussi cet équilibre à trouver. Et donc là, en l'occurrence, c'était aussi beaucoup attiré. Et puis, je voudrais pas être trop long ou digresser, mais j'ai envie de raconter un peu l'expérience Ouibus, parce que comment on passe de 4 à 300, ce qui est quand même un vrai sujet, en sachant que c'est la SNCF. Donc, c'est pas l'entreprise ou le groupe qui est habitué à délivrer les plus gros salaires, hein, parce qu'on se dit toujours que J'aimerais juste dire aussi pour le public qu'on vous invite à poser des questions. Hein. Donc, si on a la fluidité avec Alain, on pourra y répondre directement lors de l'interview. Puis si c'est pas le cas, on le fera à la fin. Donc, sentez-vous libre d'envoyer les questions. Je pourrai les voir à l'écran. Et aussi, peut-être brièvement, me présenter, puisque... Non, mais avec grand plaisir. On se connaît avec Alain, donc ça coule de source. Mais voilà, Catherine Lancaster, donc stratégiste RH, dans le métier depuis 19 ans. Et puis, j'ai pu travailler dans plusieurs types de sociétés, que ce soit l'IT ou l'agriculture, le trading, de manière publique et internationale. Donc voilà, et puis je suis ravie d'être là avec Alain aujourd'hui avec Video Jobs. Donc je ne t'interromps pas plus longtemps, Alain, je t'en prie. Non, mais tu as bien sujet vraiment super intéressant, et on se réjouit de savoir comment vous avez pu passer d'une petite échelle à une énorme échelle au niveau de vos employés. Ouais. Alors, c'est vrai que on se connaît avec Katrina. Elle sait que je suis bavard, donc c'est courageux de dire que je vais essayer de cadrer Alain. Voilà. Bon, donc je parlais de Ouibus. Donc je disais la SNCF est pas est pas une des entreprises qui a les rémunérations les plus hautes du marché. Hein. Dans le monde de l'autocar, on est plutôt parti pour un business model qui est un business model low cost. Donc le but n'est pas d'offrir les meilleures rémunérations du marché et de mourir au bout de quelques mois ou quelques années. Donc, comment on fait pour passer de 4 à 300 moi, je dirais que c'est d'abord et avant tout, encore une fois, d'aller puiser dans ce capital humain. Quand on a commencé, moi, je me suis dit, d'abord, soyons humbles. La SNCF sait bien sûr faire de l'autocar, mais elle sait le faire sur des liaisons courte distance, urbaine, périurbaine, régionale. Mais là, il s'agit de faire des lignes internationales, de relier tous les pays de l'Europe occidentale, d'aller de Porto jusqu'à Londres ou jusqu'à Vienne.
Donc, on n'est pas du tout sur le même type d'approche. Et comme on ne sait pas faire de l'autocar sur de l'aussi longue distance, on va recruter 2 conducteurs d'autocar et on va vérifier avec eux que ce qu'on est en train de concevoir dans des bureaux, ça peut fonctionner. Donc en fait, on a recruté effectivement dès la phase projet, sur des projets comme ça stratégiques. Il faut s'imaginer qu'il y a une phase avant-projet, c'est pour ça qu'on part à 4. Donc où là, on est en charge de présenter un business plan pour lancer ou pas. Ensuite, on passe en mode projet et puis ensuite, on passe en mode run. Donc au fur et à mesure, on va faire grossir l'équipe. Évidemment, tant qu'on n'est pas en mode run, on embauche essentiellement des cadres, des experts, etc., des chefs de projet. Mais là, vous avez engagé les conducteurs. On a embauché les conducteurs dès la phase projet. Et donc, ces conducteurs, on les a complètement intégrés, y compris, moi j'avais imaginé la notion de superboarding, parce qu'on sait que le début du voyage va colorer toute l'expérience de voyage en Suisse. Donc, donc on a dit, on va créer cette notion de superboarding, mais comment le faire pour que ça soit pas ingérable par les conducteurs ensuite, une fois qu'ils sont sur le terrain? Comment faire pour que ce soit agréable pour les clients? Comment faire en sorte qu'ils perçoivent la valeur. Donc on a même fait des répétitions générales, on a loué des autocars, enfin voilà, on a fait tout ça. On leur a demandé comment ils voulaient qu'on conçoive leur tenue. Bref, ils ont participé à tout. Et c'est ce qui fait que ces 2 conducteurs d'autocars ensuite ont été nos ambassadeurs. Mais ça a été une succession de relais. Alors c'était pas une pyramide de Ponzi, mais c'était un peu ça. À chaque volet de recrutement, la volée qui venait d'arriver parlait de nous à l'extérieur. La deuxième chose qu'on a fait, ça a été de vraiment travailler la partie vision, de faire vraiment un boulot d'envisioning. Et donc, moi, j'ai fait dessiner par un dessinateur un storyboard dans lequel on voyait les conducteurs et les conductrices, les clientes et les clients. Une sorte de bande dessinée. Une bande dessinée dans laquelle on voyait, mais intuitivement, sans en parler pendant des heures, aux différentes étapes d'un voyage, et même avant le voyage, parce qu'en réalité, l'expérience, elle commence dès le moment où on commence à penser à son voyage, même encore avant la réservation, jusqu'à potentiellement bien après le voyage en lui-même. Et donc, il y avait ces petites scénettes, comme une bande dessinée exactement, et donc on voyait exactement ce qu'on voulait obtenir. Et là aussi, c'est puissant, parce qu'en fait, tout de suite, les collaborateurs, les collaboratrices vont s'immerger dans ce qu'on leur propose. Et moi, je me souviens, lors des toutes premières formations, un conducteur de bus qui lève timidement la main et qui fait... Oui, mais je comprends en fait. Vous voulez pas transporter les voyageurs comme des sardines dans un autocar. Et vous savez, moi j'ai fait de l'autocar et j'ai conduit des camions. Et je peux vous dire, dans le monde du transport, sur route, en fait, on accorde plus d'importance à une palette parce qu'elle est consignée, donc elle a de la valeur, qu'à un client. Et moi, ça m'a assis parce que je me suis dit, ah oui, voilà, c'est ça la réalité des personnes qu'on recrute. Et évidemment, quand on leur vend une offre qui a pour objectif de disrupter le marché, ils ont envie de nous rejoindre. Et donc, tout ça participe d'une capacité à recruter, même quand on n'est pas capable d'offrir les meilleurs salaires. Mais je pense qu'on va bien évidemment y revenir dans ce direct. Puis en plus, ce que tu me disais, c'est qu'après, entre conducteurs de bus, ils parlaient entre eux. Oui. Donc, ils disaient, regarde cette société, c'est génial, ils ont une idée absolument fantastique. Oui. Et ça transpirait, en fait, cette culture qui n'était pas encore existante, elle était déjà véhiculée. Absolument. Elle était véhiculée et une des difficultés qu'on a eues à un moment donné, c'est que c'était tellement disruptif par rapport au marché, c'est que moi, j'avais sans doute pas assez travaillé l'expérience middle management. Et en fait, les middle managers ne représentaient pas au départ ce qu'on voulait mettre en œuvre. Et donc, ça a failli casser complètement la dynamique parce qu'ils faisaient des choses qui étaient classiques dans le monde du transport, mais pas du tout conformes à l'expérience collaborateur qu'on voulait faire vivre à tous ceux qui nous rejoignaient. Passer par la grande porte. Ouais, entre autres, passer par la grande porte. Ouais. Tu veux que je raconte ça? J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment parlant, donc pourquoi pas volontiers. Ouais, alors en fait, quand on était encore à la phase projet, on était sur un plateau à Bercy. Donc Bercy Village, juste dans un immeuble de bureau. Et puis évidemment, quand on a commencé l'activité, on avait un dépôt à Vitry-sur-Seine et
on s'est tous déplacés, la direction s'est déplacée pour être à côté du dépôt principal, pour être au contact du personnel et faire sentir cette culture et dire on est tous pareils, il n'y a pas les chefs d'un côté, les chefs de l'autre. Et effectivement, quand on est arrivé, moi j'ai découvert un peu sidéré que le middle management avait demandé aux conducteurs de car d'aller se garer sur un parking plus loin parce que le parking devant l'entrée, c'était le parking des chefs et que il y avait l'entrée principale, l'entrée des chefs et que du coup les conducteurs de train étaient obligés de passer par une baie vitrée parce qu'il n'y avait pas d'entrée des artistes. Et c'était tellement à contre-courant de ce qu'on voulait que nos conducteurs, qu'on a appelés d'ailleurs des capitaines, vivent. On voulait qu'ils soient valorisés, qu'ils se sentent valorisés. Donc là, c'était l'antithèse absolue ce qu'on voulait mettre en place. Oui, donc walk the talk. Hein. Walk the talk, ouais. Super important pour moi. Super, merci Alain. Je pense que c'est très parlant ces expériences. Tu veux nous parler un petit peu en quelques mots de Coca et ce que tu as pu vivre en termes de Coca ? Ouais, alors Coca, c'est donc un site de e-commerce qui a connu une croissance extrêmement forte, entre plus que doubler la taille entre avant et après le Covid. Là aussi, souvent dans ces entreprises à forte croissance, on franchit très vite des paliers. Et ce que je trouve toujours un peu étrange, en fait, c'est que toutes les entreprises connaissent ces paliers. Et c'est comme si collectivement, on était incapable de se préparer à ces étapes successives. Et donc, chez Webus, on a connu cette croissance aussi très rapide. Chez Coca, croissance très rapide, mais il y avait peu de choses autour des RH. Et en même temps, comme Coca avait beaucoup grandi, il commençait à se structurer une ligne managériale, comme souvent, entre 100 et 200 personnes, c'est là où on commence à dire il faut une ligne managériale. Et donc Coca a fait le choix de mettre en place une holacratie, ce qui est un des modèles de ces organisations qui permettent de distribuer l'autorité à l'intérieur de l'organisation. Tu veux nous en parler en 2 mots, l'holocratie, parce que c'est bien sûr, it rings the bell for me, mais peut-être pas pour tous nos auditeurs. C'est pour ça que je dis que c'est un modèle d'organisation qui permet de distribuer le pouvoir et l'information à l'intérieur de l'organisation. Parce qu'en fait, c'est Christophe Barmand de Loïco qui le dit souvent et qui me l'a appris, c'est-à-dire que en fait, si on distribue du pouvoir, mais qu'on distribue pas l'information, en fait, les personnes ont la possibilité de faire, mais elles n'ont pas les informations pour décider correctement. Si on distribue que l'information, mais qu'on donne pas de capacité de décision, les gens disent très bien, j'ai de l'information, je vois que je pourrais résoudre des tas de choses, mais en fait, je ne peux rien faire. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire ou l'un ou l'autre. Et donc la holacratie est un modèle, un système de gouvernance, un système d'organisation qui permet de mettre ça en musique sans que ce soit un véritable chaos. Parce qu'en fait, quand on commence à donner de l'autonomie, si c'est pas extrêmement processé, si on ne sait pas où sont les responsabilités, qui doit quoi dans l'organisation, ça devient très vite un énorme bordel. C'est ce qu'un autre ami à moi, Marc Matisse, m'a appris aussi, c'est que en fait on peut libérer les structures, mais si on structure pas la liberté, c'est le début des ennuis. Voilà. Donc donner de l'autonomie, c'est bien, de pouvoir donner la place à l'autonomie, c'est bien, pour autant que ce soit quand même quelque peu structuré. Absolument. Très bien, merci. Et puis alors comment vous avez réussi à pouvoir, remplir le challenge en termes de nombre d'employés, comment vous avez pu attirer, comment vous avez pu construire. On a eu un super exemple par rapport à Webus pour Coca. Alors, en fait, Coca, le gros challenge, l'un des gros challenges, puis c'est un peu le sujet du jour, c'était justement de construire une politique de rémunération. À la fois pour garantir l'équité interne, parce que quand on grossit vite, on essaie de recruter rapidement, et puis on n'a pas forcément de repères, donc on peut faire des erreurs, et donc on arrive assez vite à avoir, tant qu'on est petit, en fait, on va avoir 1 ou 2 rôles. Et puis s'il y a des écarts de rémunération, en général, on sait les expliquer. Quand on commence à grossir, on se retrouve avec 4-5 personnes dans le même rôle, et puis là, s'il y a vraiment des écarts de rémunération,
alors c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Et puis là aussi, c'est quoi le package qu'on offre à un candidat? C'est quoi ce qu'on a à proposer? Oui, Coca a une culture extrêmement forte, et Coca est connu pour avoir, les loutres, les salariés s'appellent des loutres. Aujourd'hui, les clients s'appellent également des loutres. Enfin, ceux qui connaissent Coca savent qu'il y a une culture extrêmement forte. Il y a ces fameuses montgolfières, il y a tout un tas de choses. Donc, les candidats en général qui postulent chez Coca connaissent Coca. Ils ont envie de participer à cette culture, ils ont envie de rejoindre cette équipe qui, de l'extérieur, et c'est vrai de l'intérieur aussi, a l'air extrêmement dynamique, sympathique, etc. Où parfois on a l'impression qu'on fait des barbecues et des apéros toute la journée, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est du one day deal, donc faut alimenter la machine tous les jours. Et donc, l'un des sujets, c'était vraiment d'être en capacité de mettre en œuvre une politique de rémunération qui cadre tout ça. Il y avait d'autres sujets. Il y avait des sujets comme la culture, parce que c'est pas parce qu'on a une culture forte qu'elle est forcément inclusive. Quand on arrive dans une entreprise où il y a une culture très forte, si elle n'est pas explicitée, on a juste l'impression de vivre un très long bizutage, en fait, où on se sent en permanence décalé. Et puis, comme c'est très implicite, personne ne va te dire « Ah, mais Katrina, c'est pas comme ça qu'on fait », ou « C'est plutôt comme ça qu'il faut faire, parce que chez Coca, c'est pas comme ailleurs, etc. » Donc aussi d'être en capacité de beaucoup plus d'écrire aussi la culture, de dire c'est quoi les comportements attendus, c'est quoi ce qui fit ou pas avec la culture. Moi, j'avais vraiment une équipe exceptionnelle. Donc, on a investi dans un profil qui était là uniquement pour gérer cette partie de culture et d'engagement du personnel. Donc, une personne sur une équipe de 7, c'est un vrai investissement. Pour la partie de rémunération, j'ai été recruté un expert du Comp & Ben qui faisait pas que ça, évidemment, parce que dans un groupe de 250 personnes, on n'a pas besoin d'un expert du Comp & Ben. Et voilà, je sais pas si j'ai totalement répondu à ta question, mais oui, on peut parler pendant des heures. Donc Je pense que tu as très bien répondu à la question. Maintenant, il y en a une autre qui me titille un petit peu sur nos listes de questions qu'on avait préparées pour aujourd'hui. C'est ton expérience en tant que candidat, parce que je crois que c'est un petit peu en lien aussi avec toute cette question de rémunération. Donc, s'il te plaît, Alan, est-ce que tu pourrais mettre en avant un petit peu une expérience croustillante que tu as eue, toi, en tant que candidat, en général, dans ta carrière, par rapport à la rémunération? Ouais, par rapport à la rémunération. Si tu me permets, j'ai envie, avant de répondre à ta question, de dire un truc. C'est que, en fait, moi, je crois que ce qui me fait vraiment me lever le matin et aller au bureau, c'est d'écouter. Moi, j'ai une double formation. Je suis aussi sociologue, et donc je suis passé une déformation. Je pense que j'ai toujours été comme ça. En fait, j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup. Et donc, j'ai passé 15 ans de ma vie à Paris. Aujourd'hui, je prends à Milan, j'ai travaillé à Milan aussi. À Milan, je prenais plus les transports en commun, mais ici, je reprends beaucoup les transports en commun. Et donc, je ne peux pas ne pas écouter ce que les gens se racontent le matin. Et en général, surtout le matin, les collègues se croisent dans les transports et ils vont raconter toutes ces choses qui, parfois, relèvent vraiment de l'absurde. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est ubuesque. Alors, évidemment, c'est leur perception, mais partons du principe quand même qu'il y a une bonne partie de vrai dans cette perception. Et donc, t'entends des personnes qui discutent et qui sont en train de parler de leur insatisfaction vis-à-vis de leur manager, qui vont parler de ces demandes contradictoires ou totalement absurdes qui leur sont formulées, qui vont s'interroger, qui se questionnent sur les valeurs de leur boîte, sur l'éthique, sur tous ces sujets-là. Et souvent, en fait, c'est pas juste l'expression d'une frustration, c'est vraiment des questions profondes où tu sens que il y a un besoin de réponse et que visiblement ces réponses ne sont pas là. Parfois, j'entends donc aussi des candidats parler. Et ce que je constate, c'est que lors des recrutements, tout le monde, il y a le recruteur ou la talent acquisition, il y a le hiring manager, il y a possiblement des gens de l'équipe people ou talent, ça dépend comment on l'appelle. Et donc, souvent, ces personnes-là n'ont pas une expérience très récente d'être candidat. Et donc ça aussi, c'est difficile de se mettre dans la peau du candidat quand soi-même on n'a pas été candidat récemment. Alors j'en viens du coup à ta question. Qu'est-ce que j'ai vécu d'un peu, ça m'a permis de réfléchir du coup, qu'est-ce que j'ai vécu d'un peu exceptionnel dans le recrutement en lien avec la rémunération?
je vais prendre c'est un exemple qui est rare, mais incroyable et que j'ai envie de raconter. Je vais pas citer l'entreprise, mais lors d'un recrutement, évidemment, on va demander mes prétentions salariales dès le premier entretien. J'étais évidemment pas suffisamment prêt parce que je ne savais pas exactement ce qu'il y avait derrière le poste. Donc, je donne une fourchette relativement large. Et quand on me fait l'offre, le chiffre est quand même visiblement plutôt en bas de ma fourchette et pas tellement calibré avec le niveau de responsabilité qu'on souhaite me confier. Mais j'ai très envie de rejoindre ce projet, de rejoindre cette entreprise. Donc, j'accepte. Pas tellement frustré, le cœur relativement léger. Et puis, l'entreprise me rappelle au bout de 2 heures et me dit écoutez, on va changer la proposition qu'on vous a faite, mais à la hausse. Parce que, en fait, on y a réfléchi. Chapeau bas quand même. Chapeau bas, ouais. D'avoir ce courage ça peut. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, on va dire, oh là là, question d'ego, le candidat va nous prendre pour des pives. Voilà, ouais. Donc, on va laisser partir le truc comme ça. Mais ils se sont dit quand même, ce gars-là va s'occuper des RH. Donc, une des choses qu'il va voir, c'est les salaires. Et puis, quand il va voir les niveaux de salaire ailleurs dans l'entreprise, il va peut-être avoir une grosse frustration. C'est sûr. Et donc, ils ont eu cette intelligence de situation de se dire, il y a un truc qui joue pas. Oui. Et le recrutement, c'est d'abord une rencontre. Donc, je sais qu'on a envie de négocier, qu'on se dit qu'on achète une ressource, mais c'est pas ça, en fait, l'humain. Et donc, c'est quand même idiot de partir sur une frustration et de savoir qu'on va embarquer une frustration. Alors, c'est légitime de vouloir dépenser au prix juste et voilà, il y a une réalité économique. On n'est pas là pour distribuer des cadeaux. Mais là, en l'occurrence, c'était quand même un écart de l'ordre de 10%. Donc, très sensible. Et l'entreprise a fait tout de suite l'effort de recalibrer sa proposition. Alors, je me dis que si cet exemple pouvait inspirer d'autres recruteurs, je fais le lien avec une pratique qui m'horripile quand on m'en parle. Quand des managers me disent ça ou quand je l'entends dire. C'est cette pratique qui consiste à dire « Ah oui, mais la personne doit faire ses preuves. Donc, prenons-la en dessous de nos propres grilles. Et puis, en fait, dans quelques mois, on pourra renégocier le salaire. » Enfin, je veux dire, c'est ceinture et bretelles, quoi. Enfin, on a la période d'essai. On a fait venir le candidat possiblement plein de fois pour vérifier sa motivation. Et puis, le premier acte qu'on pose, c'est de dire on va te payer moins que ce qu'on pourrait te payer. Pour que tu fasses tes preuves. Mais parce qu'il faut que tu fasses tes preuves. Ouais, c'est dur. C'est quand même dur. Et c'est quel message. Enfin, moi, je dis toujours, tout ce qu'on fait en matière RH, on raconte des histoires, qu'on le veuille ou pas, les gens vont en faire une interprétation. Donc là, l'histoire qu'on raconte, c'est elle est où la confiance ? Elle est où l'expérience qu'on va te faire vivre en tant que collaborateur si on te dit, en fait, il faut que tu fasses tes preuves, mais il y a la période d'essai pour ça. Évidemment que tu vas avoir la pression pendant toute la période où tu vas devoir apprendre ton métier, mais en plus, on va te sous-payer. Et puis, éventuellement, après, il faudra aussi que tu fasses d'ailleurs tes preuves, comme d'être un bon négociateur, ce qui est souvent un problème, et notamment pour les femmes qui ont toujours un peu plus de mal, on le sait, d'aller renégocier le salaire derrière. Mais ça veut dire que, du coup, on attend aussi du collaborateur qui vienne négocier son salaire. Mais souvent, c'est le même manager qui va se plaindre qu'ensuite le collaborateur demande trop ou la collaboratrice demande trop au moment de la renégociation. Bah oui, mais on a programmé en fait cet échange qui va devenir pas très agréable ensuite. C'est sûr que c'est pas très bien parti. Si on part d'un pied comme ça, ça donne pas envie en termes de la collaboration. Après, on prend aussi un énorme risque, parce qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est que ça va dans les deux sens. L'expérience, elle est aussi candidat et entreprise. Et que si on fait une offre à un candidat puis que c'est trop bas par rapport au benchmark, on risque de perdre des candidats en route aussi. Donc, on prend un risque. Après, quels sont tes conseils, Hélène, en termes des RH ou des structures pour le comp and ben, pour qu'ils aient un meilleur benchmark, pour être sûr qu'ils soient alignés par rapport au marché? Parce que malheureusement, moi, j'ai envie de te dire, voilà, j'ai aussi été candidate, j'ai aussi eu mes expériences. Parfois, certaines sociétés ne sont pas du tout dans la cible. Donc, est-ce que tu as peut-être un petit conseil à donner? Parce qu'on est aussi là pour aider les sociétés. Ça va dans les deux sens aussi. Alors, ce que je veux dire est surtout valable pour les entreprises qui travaillent avec des bandes salariales et pas avec des grilles. D'abord, je pense qu'il faut vraiment distinguer, et souvent il y a une énorme confusion entre la bande salariale et le benchmark. Le benchmark, c'est l'équité externe. La bande salariale, c'est un reflet de l'équité interne et de ce benchmark et d'un choix d'entreprise.
Donc, et souvent, enfin, vraiment, tout le monde s'attache au benchmark parce que ce qui intéresse, c'est beaucoup, est-ce qu'on est compétitif par rapport à l'externe. Les experts du Comp & Ben expliquent toujours, en fait, il y a 3 stratégies possibles. Soit on lead le marché, soit on est match, soit on est lag. Lag, c'est être en dessous du marché. Il y a plein d'entreprises, et j'ai parlé tout à l'heure de la SNCF, où on est obligé d'être lag. C'est pas forcément que le patron a des oursins dans les poches. C'est que la réalité, c'est que les marges sont relativement faibles, que l'entreprise a un moment de sa vie, de son existence, où elle est obligée d'être lag, où elle sera toujours lag parce que c'est structurel. Mais ça n'empêche pas de recruter. Oui, ça n'empêche pas de recruter. Donc, il faut quand même le dire, parce qu'il y a un peu cette légende qui est, si on n'est pas au niveau du marché, c'est trop compliqué de recruter. Et souvent, les managers sont les premiers à dire, on ne pourra pas recruter, il faut relever, etc. Donc, le côté inflationniste qu'on va trouver, en fait, on pense souvent que les RH sont un peu trop généreux, mais c'est souvent les managers eux-mêmes qui disent, qui par crainte, en fait, ils activent leur peur, ils vont dire, il faut relever la bande, il faut faire une proposition plus élevée, quitte à d'ailleurs ensuite ne pas anticiper que ça va leur créer des problèmes vis-à-vis des personnes, ou des personnes qui sont déjà là, parce que c'est bien beau de dire, j'ai besoin de recruter quelqu'un, on relève la bande, mais l'équité interne. Donc dans ces cas-là, une bonne pratique, ça peut être par exemple de faire si vraiment il faut aller chercher la personne, on peut faire un welcome bonus, on peut faire un golden hello, etc. Et puis après, on va réintégrer ça. Et puis si vraiment la personne est très douée, peut-être qu'elle mérite d'être en haut de sa bande. Alors j'essaie d'être clair parce que c'est un sujet un petit peu technique, donc faut déjà tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, rien que sur la rémunération, avant de parler de la rémunération des candidats. Donc d'abord, ce concept de oui, on peut faire oui, c'est mieux de faire un benchmark pour construire ses bandes. Ensuite, il faut se positionner entre match, lag ou lead. Donc, mais il y a aussi, quand on fait son benchmark, ça sert à rien d'aller benchmarker toutes les boîtes possibles. Je veux dire, il faut aller benchmarker les entreprises avec lesquelles on va régater. Je prends un exemple comme ça un peu extrême. Il y a peu d'entreprises qui peuvent régater face à Apple, donc qui vont être en capacité non seulement de proposer le niveau de rémunération d'un Apple ou d'un Google, et puis des plans de stock option, etc. Bon, voilà, donc ça sert à rien d'aller mettre des entreprises comme ça dans son benchmark. Quand on parle d'une entreprise de commerce comme Coca, on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de mettre la Migros ou de mettre la Coop dans son benchmark? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Et donc là aussi, il faut être clair et il faut aussi l'expliquer au hiring manager parce que sinon, ça peut devenir compliqué lors des échanges sur la rémunération. Donc en fait, c'est vraiment... Je pense qu'il faut être honnête par rapport à la rémunération. Aussi bien expliquer comment on a construit le benchmark, et souvent c'est pas fait. Donc on ne sait pas avec qui on s'est benchmarké, parce que en général on n'ose pas le dire. On a l'impression de dévoiler le dessous des cartes, même aux collaborateurs en interne, ou en tout cas aux line managers en interne. Et puis ensuite, encore une fois, c'est une question de stratégie. On a tort de penser aussi qu'il n'y a que la rémunération. Alors c'est sûr que c'est... Là aussi, quand on fait l'offre au candidat, on s'aperçoit qu'on croit qu'on a tout expliqué, que le candidat a tout retenu. En réalité, au moment où on fait l'offre, d'abord, c'est une bonne surprise. Donc, le candidat ou la candidate a une bouffée d'émotions. Donc, c'est pas le meilleur moment pour intégrer des subtilités. Et puis, effectivement, on va s'intéresser essentiellement à 2-3 paramètres. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dans un packaging. En fait, je voudrais pas, vis-à-vis des personnes qui nous écoutent, envoyer comme faux message qui est qu'il faut avoir la rémunération au niveau du marché, la plus élevée du marché. Faut tirer juste, et puis il faut tirer juste en fonction du profil de la personne, en fonction des réalités du poste. Donc oui, c'est pas non plus la rémunération, même s'il y a des outils scientifiques derrière, parce que quand on construit une bande salariale, on va même faire des régressions linéaires. Enfin, c'est des calculs, ça c'est de la statistique, mais pour autant derrière, ça reste quand même de la cuisine. Donc c'est jamais qu'une indication, et puis il faut mettre les bons ingrédients dans la soupe. Il faut s'assurer qu'elle est correctement salée, correctement assaisonnée. Donc, parmi tous les sujets en ressources humaines, parce qu'il y en a tellement, on pourrait en parler jour et nuit, pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement pour ta masterclass qui vient bientôt, d'ailleurs je pense que tu aimerais en parler un petit peu, la rémunération, et puis à ce stade-là, la rémunération? Oui, parce qu'en fait,
Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet. Enfin, c'est un peu comme il y a des moments où c'est le sujet dont tout le monde te parle. Est-ce que c'est un sujet à la mode? Est-ce que toutes les entreprises rencontrent les mêmes problématiques? Tu sais pas trop. Mais en ce moment, tout le monde me parle de rémunération. Et donc, effectivement, là, il y a une série de masterclass organisée par Natacha Ponce, qui est sourceuse avec sa société The White Rabbit. Et puis, elle a décidé de commencer sa série de masterclass par le sujet de la rémunération. Donc, je trouve aussi que c'est intéressant. Ça montre que, en tout cas, c'est un sujet peut-être appétissant aussi pour les RH. Voilà. En ce moment, c'est un peu par la force des choses. J'ai l'impression que c'est la marotte du moment. Donc, j'avais effectivement, quand tu m'as dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait ensemble, de quoi tu voudrais qu'on parle dans l'expérience candidat? Il y a plein de gens qui parlent super bien de l'expérience candidat, qui parlent super bien de comment délivrer une bonne expérience candidat, d'outils qui permettent de le faire ou d'approches qui permettent de le faire, mais finalement assez peu qui parlent de rémunération. Donc même si je ne suis pas un expert de la rémunération, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. À ton avis, quel est le moment clé spécifiquement lors d'un processus de recrutement pour parler de la rémunération? Est-ce que c'est dans l'offre d'emploi? Est-ce que c'est lors de la première discussion? Est-ce que c'est après la première discussion? Pour toi, si tu avais le choix, et si tu pouvais donner l'impulse, tu choisirais quel moment? Alors, moi, là aussi, je pense qu'il faut... Moi, j'aime bien aller toujours aux racines, tu vois, c'est me dire, en fait, c'est quoi les idées reçues qui font... Parce que quand on dit quelque chose qui ne marche pas, en général, c'est pas stupidement, on répète inlassablement un truc erroné. C'est en général qu'il y a une croyance ou il y a un mindset qui ne fonctionne pas à la base. Et donc, typiquement, il y a le sujet en amont de la négociation. La plupart, il y a eu des études qui ont été faites, la plupart des gens pensent être de mauvais négociateurs, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'en fait, on négocie depuis qu'on est tout petit. N'importe quelle interaction humaine est une forme de négociation. On va aller au cinéma avec des amis, on va devoir négocier ensemble à quel film on va voir déjà, à quelle séance on y va, dans quel cinéma, etc. Donc en réalité, on négocie en permanence. Donc si on était tous mauvais négociateurs, ça veut dire on n'obtiendrait rien. Ça veut dire qu'on irait souvent voir un film qu'on n'a pas envie de voir, à un horaire qui ne nous va pas, etc. Donc c'est pas la réalité. Mais bon, il y a cette idée globalement partagée de dire la négociation, c'est extrêmement difficile. Et puis, c'est très technique. Et donc, typiquement, il y a cette idée reçue qui est que le premier qui parle a toujours perdu. Donc, en fait, on n'annonce pas un chiffre, on attend que l'autre partie se dévoile. C'est très classique en négociation. Donc, en fait, on voit même parfois des négociations assez rigolotes, parce qu'en fait, on sent que c'est le sujet qu'il faut aborder maintenant, mais que toutes les parties sont en train de tourner autour du pot, parce que personne ne veut balancer un premier chiffre. Alors qu'en fait, ce que disent les experts en négociation, c'est que ce n'est pas dans l'absolu un avantage ou un désavantage de parler le premier. Par contre, c'est sûr qu'on va faire un ancrage, et que donc, ça calibre le reste de la négociation. Moi, j'ai toujours aussi cette logique de me dire, dans une discussion, c'est rare que la discussion soit parfaitement équilibrée. Il y a toujours une partie un peu forte et une partie un peu faible. En la matière, dans le rapport employeur-employé, c'est quand même clairement l'employeur qui est en partie forte. Donc, je pense que c'est la responsabilité de l'employeur d'en parler, d'amorcer le sujet, mais pas de l'amorcer en posant la question, de l'amorcer en le posant sur la table. Et plutôt assez tôt, donc moi je suis très partisan, je pense que tu l'as compris, de mettre la fourchette de salaire dans l'offre d'emploi. Si c'est pas fait, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé assez vite. Peut-être pas lors du screening téléphonique, parce que je trouve ça vraiment déstabilisant. Enfin, encore une fois, ça dépend du profil, de la seniorité de la personne. Donc, il n'y a pas de one size fits all, mais peut-être pas lors du premier échange téléphonique, mais en tout cas, lors de la première rencontre physique où il y a une personne des RH en face du candidat ou de la candidate, je pense que c'est bien de l'aborder. Et de l'aborder de manière sereine et de dire voilà, faut juste qu'on essaie de commencer à s'aligner. Donc en fait, c'est pas une fois qu'on a annoncé un chiffre, etc. On va co-construire ensemble le niveau de responsabilité. Enfin, il y a une job desk, mais la réalité, c'est aussi qu'il faut fine-tuner par rapport au candidat qu'on a envie de recruter. Et c'est une fois qu'on aura fait tout ce travail qu'on va vraiment avoir cette discussion. Mais en tout cas, il faut déjà qu'on commence à en discuter. Ça doit pas être un tabou. Et d'ailleurs, dans ma société, en tant que recruteur, je te le dis, parler de salaire n'est pas un tabou.
Mais ça, ça dépend aussi de est-ce qu'on est à l'aise avec ces sujets-là. Donc, je voudrais pas non plus me montrer donneur de leçons. Je pense que souvent, je suis un peu critique avec mes collègues RH. Je pense que mais parce que c'est ma manière de faire. J'aime bien un peu provoquer, mettre des pavés dans la mare. Donc, il y a trop de pudeur. Donc, oui, il y a de la pudeur. Il y a le mindset. Mais je pense qu'on ne réinterroge pas forcément assez les pratiques. Et de se dire, mais enfin, bon sang, il faut challenger, puis il faut essayer d'autres choses. Donc, je ne veux pas me montrer trop donneur de leçons, parce que objectivement, c'est des sujets difficiles. Et que d'ailleurs, souvent, le reste de l'entreprise ne se rend absolument pas compte du fait que dans les RH, on passe notre temps à faire de la pesée extrêmement fine, parce qu'on doit jongler entre des objectifs contradictoires, qu'on veut évidemment pas créer un précédent qui va ensuite être compliqué à démonter, parfois même impossible à démonter, où il va falloir des années. Puis en fait, si on recrute... par exemple, si on recrute quelqu'un trop haut, après, on va pas remonter les salaires de tout le monde, donc on va traîner ça comme un boulet pendant très longtemps. Donc c'est vraiment un travail difficile. Donc je veux pas dire, hey, les amis, qu'est-ce que vous faites tu vois, je pourrais regarder la caméra en disant, bon, réveillez-vous. Oui, réveillez-vous un petit peu, mais je veux pas non plus être trop donneur de leçons. Donc la seule chose que je peux conseiller, c'est ce que j'ai dit, essayer d'anticiper la discussion, essayer de l'amener, d'être tranquille. Dans le meilleur des cas, de publier dans l'offre d'emploi. Publier dans l'offre d'emploi et de se dire, quand même, en face de moi, j'ai un candidat qui fait un vrai investissement, qui est... moi, je suis pas forcément à l'aise, mais la personne est sans doute encore beaucoup moins à l'aise que moi. Je suis en situation de confort. En général, je reçois le candidat dans mes locaux. Enfin, voilà, donc faisons le premier point, faisons le premier pas. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que j'entends souvent les managers qui disent, mais le candidat, faut qu'il démontre sa motivation. Alors, pour démontrer sa motivation, ce qu'il faut, c'est qu'il vienne plein de fois. Et puis qu'on le fasse revenir 4 fois, 5 fois, 8 fois. Bon, mais il faut se rendre compte, être candidat, encore une fois, c'est un vrai investissement. Et est-ce qu'on ferait ça? C'est une rencontre, quoi. Donc, je dis pas que c'est une rencontre amoureuse. La métaphore est sans doute pas juste. Mais est-ce qu'on demanderait à quelqu'un avec qui on flirte de démontrer sa motivation de cette manière-là? Évidemment que non. Ça doit être une rencontre, donc ça doit bien se passer. Et donc, réciproque. Faut que ce soit réciproque. Et donc, si on doit faire venir le candidat 4 fois, c'est parce que peut-être on veut qu'il comprenne à quel point notre culture, elle est forte, elle est géniale, et qu'on veut qu'il vive ou qu'elle vive des moments différents, qu'elle rencontre des personnes pour consolider une première impression qu'elle a pu avoir super, le ou la recruteur est vraiment une personne adorable. Ça ne veut pas dire que la boîte est géniale. Donc, si on fait revenir la personne, c'est peut-être pour qu'elle vive ça, mais c'est surtout pas pour qu'elle démonte sa motivation. Donc, c'est toujours de retourner le truc. C'est une question de mindset. Donc, ça sert à rien d'essayer de changer les pratiques si on réinterroge pas aussi les croyances au départ. Donc, on est en train de jouer à quoi? On n'est pas en train d'acquérir, encore une fois, une ressource. On doit respecter quelqu'un qui fait preuve d'un investissement de temps, un investissement émotionnel extrêmement important. C'est une vraie activité qui n'est pas rémunérée, alors que les personnes qui, elles, font les entretiens, elles sont rémunérées pour le faire. Enfin, c'est tout ça qu'on oublie. Et donc, dans cette question du mindset, c'est vraiment penser que tout est une question de rencontre et que la confiance est fondamentale. Moi, j'aime beaucoup la phrase « Trust the people, trust the process ». Si tu fais confiance aux personnes, et on dit, oui, mais moi, en tant qu'employeur, il faut que la personne fasse ses preuves. Donc, je lui accorderai ma confiance quand elle en sera digne. C'est à l'envers, c'est monté à l'envers. En fait, l'employeur ou le manager doit donner la confiance et elle validera ensuite qu'il y a la réponse correcte. S'il n'y a pas la réponse correcte, on agit en conséquence. Mais 95% des personnes, si on leur donne une confiance, on leur donne de la confiance. Une safe place to be at work. Les personnes se sentent bien et honorées, donc elles ne vont pas la trahir. Donc on n'est pas obligé de punir tout le monde parce qu'il y a 5% de personnes qui ne vont pas jouer le jeu. Bien sûr. Si on a vraiment confiance en ces process et qu'on les délivre, ça donne de la constance, ça donne de la lisibilité, c'est hyper rassurant, donc ça va venir aussi renforcer la confiance. Donc le mindset en amont des pratiques dont j'ai parlé, c'est de se dire, mais est-ce que moi, de manière très intrinsèque, de manière très profonde,
comment je me positionne sur ce continuum qui n'est pas blanc ou noir, mais entre je contrôle, je suis dans le lien de subordination et je veux faire confiance. Et juste un mot sur ce lien de subordination, se redire que c'est quand même un concept juridique, un concept qui appartient au monde des contrats, et que donc, oui, il existe ce lien de subordination, mais en fait, on va s'interroger, on va aller le déterrer s'il y a un conflit. Mais le reste du temps, ça n'a pas de sens d'utiliser un concept juridique. Cette notion de subordination, elle est trop présente. Donc à réinterroger ça. Demandez-vous comment vous voulez que vos candidats vivent leur expérience et ensuite bâtissez les pratiques qui sont conformes à ce que vous voulez qu'ils vivent. Alors maintenant, peut-être en lien avec ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est en tant que candidat. C'est vrai que souvent, on est mal à l'aise par rapport à cette question. J'ai aussi été candidate moi-même. Quand on te demande pendant un entretien, avant de t'avancer le chiffre, de le mettre sur la table, donc quand l'employeur ne le fait pas, mais te dit, quelle est votre fourchette salariale ? En tant que candidat, quelle est la meilleure manière de répondre pour pas fermer la porte à l'entreprise ? Parce que c'est très délicat quand même. Alors, moi, quand on me pose la question, surtout si elle arrive tôt, en général, j'ai à peu près la même réponse. Faut peut-être pas que je le dise. Parce que... non, je plaisante. En fait, en général, je donne une fourchette relativement large. Oui. Et puis, je dis, à ce stade, il est trop tôt pour répondre parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de votre projet. Ça dépend de la complexité de ce que vous allez me confier et du niveau de responsabilité. Donc, en fait, ça ne ferme pas la porte, mais c'est une façon, effectivement, de ne pas vraiment répondre à la question. Et c'est volontaire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on donne une fenêtre hyper large, c'est pas vraiment une indication de travail pour la personne en face. Donc moi, j'utilise cette technique si ça vient très tôt, si ça vient plus tard, et en fonction de comment les discussions se déroulent. Évidemment, je vais pas forcément utiliser ce même type. En fait, je vais être plus précis et puis voilà. Encore une fois. C'est une rencontre, et donc si c'est une rencontre, il doit y avoir de l'intelligence collective. S'il n'y a pas d'intelligence collective autour de ce sujet, bon, quand on fait cette due deal pour savoir si on a envie de rejoindre une entreprise ou pas, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga, mais enfin, en tout cas, ça donne un signal et ça doit être un petit red flag qui s'allume. Oui. Donc encore une fois, on ne va pas renoncer à rejoindre une entreprise parce qu'elle n'a pas de politique salariale, parce que le recruteur ou la recruteuse n'est pas à l'aise pour en parler, etc. Enfin, ça fait des petits clignotants qui s'allument. Et donc, si ces clignotants rejoignent d'autres petits clignotants, peut-être que ce n'est pas forcément le projet sur lequel il faut s'investir. Et maintenant, j'ai une dernière question qui me titille, qui n'était peut-être pas prévue au programme, mais vu que tu as abordé le sujet, oui. Est-ce qu'éventuellement tu as un petit conseil à donner aux sociétés par rapport à la rémunération des femmes ? Puisque tu l'as dit, il y a quand même un gros gap aujourd'hui par rapport à l'alignement au benchmark salarial des femmes dans les sociétés. Oui. Est-ce que tu aimerais pouvoir ajouter quelque chose ? Bon, alors d'abord, il y a quand même des outils, puis il y a une obligation, en tout cas, à passer une certaine taille, il y a quand même une obligation de faire une analyse d'équité. Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans des entreprises où j'étais pas très à l'aise parce qu'en fait, je constatais qu'une catégorie de salariés était exclusivement féminine, et puis il y avait des niveaux de salaire qui me semblaient pas bien positionnés. Et c'est toujours embêtant parce qu'en fait, la question c'est est-ce que c'est pas bien positionné parce que c'est une catégorie féminine, ou est-ce que c'est pas bien positionné parce qu'en fait, juste on considère que le niveau de rémunération, etc. est plus bas. Donc aujourd'hui, il y a des outils. Ces outils peuvent venir en buter parfois sur des cas un peu statistiques d'anomalies parce que, encore une fois, il n'y a que des hommes ou il n'y a que des femmes. Donc là, parfois, on peut avoir des discussions et au final, ne jamais être vraiment complètement sûr de ce qu'on a fait quand on est RH parce qu'on est quand même dépendant des informations du business. Après, je pense que c'est vraiment aussi du training à faire avec le management parce que en fait, la rémunération, elle évolue en général autour, on retrouve à peu près les mêmes patterns partout, quoi. Il y a une revue de la performance annuelle et puis c'est là qu'on va en discuter. Et c'est vrai que d'être simplement conscient que les femmes ont plus de mal à aborder ce sujet et puis qu'elles vont en général demander moins qu'un collègue masculin, je pense que ça c'est juste un paramètre à expliquer à un manager, à un leader et de dire écoute,
faut être conscient d'eux. Faut être conscient d'eux et éventuellement pousser la personne en face à dire, moi ça me paraît un petit peu bas, j'ai l'impression que tu te dévalorises, etc. N'hésite pas à en parler. Et puis de dire, mais qu'est-ce qui te, est-ce que on peut ouvrir cette discussion en intelligence collective et dire franchement les choses. Moi j'ai l'impression que tu te dévalorises et donc j'aurais envie qu'ensemble on propose plus, qu'on défende une position un petit peu plus importante. Il y a aussi après en général quand même une revue des propositions faites par l'équipe RH, voire par un expert Compenben. D'une manière générale, les experts Compenben sont très sensibles à ces sujets-là, donc ils vont les identifier. Alors après, encore une fois, s'ils les identifient mais que le manager ne veut pas les entendre, c'est quand même une discussion parfois un petit peu difficile. Mais c'est plus des questions de sensibilité qu'autre chose, en fait, je crois, vraiment. Et puis, mesdames, alors, il faut hausser le ton un petit peu, si c'est nécessaire. Je pense qu'il faut avoir vraiment... le courage. Partez peut-être du principe que vos collègues masculins ont demandé quelques pourcents en plus. Donc, c'est bien à savoir. C'est bien à savoir. Sinon. Alain, avant de pouvoir un peu décrire ces key takeaways pour cet entretien aujourd'hui, j'ai envie de demander à Yannick Audier si éventuellement on a des questions qu'il aimerait éventuellement partager avec nous, qu'on puisse aussi répondre à ces questions. Alors Alain, on a 2 questions. Oui. Quel mécanisme mettre en place pour prévenir les discriminations salariales ? Tiens. Alors... alors ça dépend des mécaniques. Là aussi, je vais faire forcément une réponse un peu ciblée. En général, il y a 2 grandes mécaniques. Il y a ou les grilles salariales ou les bandes salariales. Donc en fait, s'il y a des discriminations dans un système de grilles salariales, c'est parce qu'effectivement, on ne va pas correctement évaluer une personne et qu'elle va donc être mal calibrée. Mais en général, dans les grilles salariales, c'est quand même des critères relativement précis. Donc, c'est à mon avis plus difficile quand même de faire des grosses discriminations. Elles sont possibles, mais elles sont plus difficiles. Elles sont possibles s'il y a une seule personne qui porte une évaluation sur la performance et sur l'expertise et sur la croissance de la personne. Donc, en tout cas, j'élabore là en même temps, mais dans tous les cas, quelle que soit la mécanique, je vais y arriver, quelle que soit la mécanique, je pense qu'une bonne pratique déjà, c'est d'avoir à la base des feedbacks qui viennent de différentes sources. Peut-être du 360, c'est un peu compliqué de mettre du 360, mais en tout cas, avoir un minimum de 2 ou 3 feedbacks sur une seule personne. Parce que sinon, effectivement, si on est dans le collimateur d'un manager pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça peut être biaisé. Ça peut être vraiment très biaisé. Donc ça, c'est la première mécanique. Ensuite, ça dépend de la mécanique salariale. Donc, peut-être à tort, j'ai l'impression que dans les grilles, c'est plus difficile de faire, du coup, des grosses discriminations. Dans les bandes salariales, dans un système de bandes salariales, comme en général, elles sont relativement ouvertes, à plus ou moins 15% de part et d'autre de la médiane, là, ça veut dire qu'il peut y avoir à l'intérieur de la bande salariale des écarts relativement importants. Mais le fait d'avoir déjà une bande salariale, ça permet quand même de regrouper tout le monde à l'intérieur de la bande. Et donc là, après, la question, c'est effectivement, si une personne, elle est beaucoup plus haute que l'autre, est-ce que ça se justifie parce que, effectivement, cette personne a fait des études plus importantes? Est-ce que ça justifie parce qu'elle est plus senior? Est-ce qu'elle se justifie? Est-ce que je suis capable d'expliquer cette différence? Si je suis pas capable d'expliquer cette différence, en tant que professionnel RH, alors c'est sans doute que y a un problème quelque part et que peut-être il y a un début de piste pour se dire là, il y a une discrimination et il va falloir revoir. Typiquement sur les questions de diplôme, qui est souvent un sujet dont on discute. Parce que on va mettre dans la job desk, on va dire voilà, on a besoin d'un bachelor. Et puis la personne qui arrive, je vais prendre un exemple absurde, mais elle a un doctorat d'une école, d'une université extrêmement prestigieuse. Donc si on devait remplacer la personne, évidemment qu'on ne remplacerait pas forcément la personne avec ce même bagage. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas la rémunérer plus. Donc c'est bien pour ça que on va calibrer, j'espère pas être trop technique, mais en fait, on va dire
je vais faire la job desk m'invite à me mettre dans cette bande salariale-là. Et puis à l'intérieur de cette bande salariale, effectivement, si j'ai une réalité d'une personne que j'ai choisi cette personne, je vais la rémunérer plus, je vais plutôt la mettre en dessus de la bande parce qu'elle a effectivement des diplômes. Donc elle va sans doute m'apporter une profondeur d'analyse, de réflexion, etc. plus importante que quelqu'un qui aura moins de diplômes. C'est pas une garantie, mais c'est un indicateur en tout cas. Et donc ça peut justifier. Donc je le précise juste parce qu'il y a souvent des débats sur comment on interprète le diplôme en fonction du fait que ce diplôme, il colle ou pas à la job desk qu'on avait fait. D'accord. Merci Alan. Et puis la deuxième question, c'était certaines sociétés comme Great Place to Work permettent aux employés de définir leur salaire. Qu'en pensez-vous? Donc, tu en penses quoi, Alan? Alors, moi j'ai jamais expérimenté. C'est souvent une discussion qu'on a au sein des RH qui travaillent dans des organisations à autorité distribuée, parce que on va dire que la transparence sur les salaires, c'est un peu l'un des grâles pour dire on est arrivé à répartir suffisamment l'information. Et puis quand on dit qu'on a fait la transparence sur les salaires, ça invite aussi à se dire est-ce qu'on peut pas libérer la façon dont on fait les augmentations de salaire. Il y a plusieurs livres qui en parlent très bien, notamment le livre de Laloux, où il cite dans un de ses exemples une des entreprises qui fait ça. Bon, je l'ai jamais expérimenté. Moi, j'aimerais l'expérimenter. Le problème, c'est que souvent, avant d'en arriver là, il faut avoir mis tellement de choses en place avant, parce que c'est vraiment, si on le fait... Comme tu as dit, le Graal. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu top of the list. Donc, j'espère un jour dans ma carrière avoir l'opportunité de l'expérimenter. J'ai jamais expérimenté, mais en tout cas, ceux qui réussissent à le faire, encore une fois, ils ont fait tout un parcours avant, donc c'est pas le premier truc à faire. Great Place to Work, ça fait sens parce que sans doute qu'ils essayent aussi de montrer qu'en interne, ils sont au niveau des meilleures pratiques de ce qu'ils voient chez leurs clients. Je pense que ça peut marcher, parce que ça peut marcher à partir du moment où les salaires sont ensuite revus. Donc il y a quand même des personnes qui peuvent jouer un rôle d'amortisseur, ne serait-ce que pour identifier des discriminations salariales, typiquement, parce que dans une équipe, on va se répartir les salaires. Bon, on peut quand même penser que les grandes gueules vont obtenir plus que les autres. Donc, s'il n'y a pas à un moment donné des experts à côté qui vont un petit peu interroger les propositions, c'est un petit peu compliqué. Et puis, ça peut marcher si on est dans ce système de transparence. C'est-à-dire de dire, le ou la collaboratrice a dit je veux une augmentation de 5% pour telle et telle raison. Ça a été discuté dans la team. Ça a ensuite été vu par un comité qu'il faut définir. Et puis le comité a dit ça nous paraît exagéré. Et on va plutôt dire que nous, à notre avis, c'est 2%. Mais on va pas interdire à la personne d'aller au bout de sa démarche et de demander 5%. C'est juste que ce sera écrit qu'en fait, elle avait demandé 5, on lui a conseillé de faire 2, puis elle a quand même maintenu 5. Donc il va quand même falloir qu'elle soit à la hauteur de l'exigence qui se pose sur elle. Voilà, ça peut marcher avec ces amortisseurs-là. Sinon, ça reste compliqué. Je pense qu'on peut vraiment ouvrir une boîte de Pandore dont on ne sort pas indemne. Bon, je pense que la boîte de Pandore, là, aujourd'hui, on l'a déjà ouverte. Je pense que c'est un sujet vraiment qui avait besoin d'être sur la table. En Suisse, c'est quand même un peu... On le sait, je pense, tous étant ici en Suisse, étant Suisse moi-même, encore un secteur assez, je dirais, carré, on a assez langue de bois par rapport à la rémunération. Dans les mœurs, c'est pas vraiment quelque chose qui est d'actualité. Aujourd'hui, toutes les sociétés essayent de faire un effort par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une révolution? Pour aider aussi les candidats, parce que c'est le but de la discussion, c'est de motiver aussi les autres autour de nous en termes de ressources humaines, en termes d'expérience candidat, en termes des sociétés, pour les encourager à être un peu plus, je dirais, ouverts et moins langue de bois, moins conservateurs par rapport à ces salaires. Prendre le courage, prendre le risque. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Et après, on va clôturer l'entretien parce qu'on est way over the time. Mais en fait,
je pense que ce qu'on fait là, ça y participe. Moi, je crois pas qu'il y ait une baguette magique et que tout va changer. Il y a eu plein de fois dans ma carrière où je me suis dit, il y a un momentum, il va se passer des choses. Et puis, force est de constater qu'on revient très vite on l'a vu avec tout ce qui est flexibilité, avec tout ce qui est home office, avant et post-Covid. Beaucoup d'entreprises sont revenues en arrière, alors que je crois qu'il n'y a eu aucun débordement dans ces entreprises. C'est juste que, après, il peut y avoir des bonnes raisons, mais c'est souvent pas forcément des bonnes raisons, qui poussent à revenir en arrière sur la flexibilité. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous drive fondamentalement, c'est la peur, c'est pas l'envie. Rares sont les visionnaires qui sont drivés par l'envie et qui ont envie de s'investir suffisamment pour changer le monde. Donc quand on a peur, on se replie sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, c'est humain. Donc en fait, je crois que le simple fait de parler de ces sujets-là, de dire qu'il y a d'autres pratiques, de réinterroger les croyances, le mindset, ça participe à ce changement du monde, mais je crois pas qu'il sera radical. Je crois que c'est des petits bougers un petit peu partout, et on est encore loin aujourd'hui d'arriver dans la courbe d'adoption. On est encore quand même dans cette courbe d'adoption où on est entre pionniers à essayer des choses différentes, et on est loin d'arriver à l'adoption où on sent que ça commence à être exponentiel. Voilà. C'était un réel plaisir pour moi de pouvoir faire cet entretien aujourd'hui. Allen, merci. Avant de clore le sujet, j'aimerais que tu puisses donner tes key takeaways et puis on pourra te laisser partir. Ouais, alors j'espère que j'ai passé quand même des messages de manière un peu redondante. Alors, martelons. La première, c'est vraiment les croyances. Tout par des croyances, donc réinterrogez vos croyances. Moi, j'aime bien dire, pensez orthogonalement. Avant de faire quelque chose, demandez-vous s'il n'y a pas une façon radicalement différente de le faire, et peut-être complètement à l'envers. Peut-être que vous allez vous dire, je fais comme d'habitude, mais faites cet exercice en permanence de dire, tous les jours, on me demande de prendre des décisions. De temps en temps, je me dis, ok, et là, si je faisais quelque chose de radicalement différent. Orthogonalement, c'est en géométrie, le point s'éloigne très vite de la droite d'origine, quoi. Donc c'est ça qu'on cherche. La deuxième chose, c'est que un recrutement, c'est une rencontre humaine. On est sur de l'humain, on n'est pas en train d'acquérir une ressource. Donc, soignez cette rencontre. Encore une fois, la métaphore n'est pas toujours pertinente, comparaison vaut pas raison. Enfin, si vous pensez un peu à la rencontre amicale ou amoureuse, il y a plein de pratiques que vous auriez éliminées dans votre set. Et puis, voilà, quand on parle de rémunération, est-ce que vous vous êtes mis sur ce chemin de penser votre système de rémunération, de résoudre les problèmes d'équité interne, et en faisant ça en parallèle, de vraiment vous poser la question de comment je peux calibrer la réponse en sachant que chacun est différent. Moi, souvent, j'ai fait du marketing, donc souvent, je parle avec des directeurs marketing et je dis, mais quand même, on n'a pas le même vocabulaire, mais on utilise les mêmes outils, et il y a un outil qu'on n'utilise pas du tout en RH, c'est les personas. Et de se dire, voilà, un persona en marketing, c'est une personne imaginaire, mais qui est représentative de potentiellement la cible ou de plusieurs cibles, et on va dire, voilà, j'ai un persona, c'est le persona qui veut plutôt tel genre de choses, et donc essayez de penser votre rémunération et votre package globalement pour plaire à différents personas, et puis ensuite vous fine-tuner. Voilà. Merci Allen, merci à nos auditeurs. On a lancé le pavé dans la mare, et puis moi je te souhaite bonne continuation chez Quantis et tout le meilleur pour ta masterclass qui sera le 4 ou le 7 septembre, je me souviens plus, mais c'est début septembre. On vous confirmera tout ça. It's in the box. Merci Allen. Salut. Merci à vous. Merci Video Jobs. Au revoir tout le monde. Au revoir.